Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain à la Une, le magazine qui traite des sujets qui feront la une de vos journaux la semaine prochaine. Voici les titres de cette édition. Le 26 octobre marque le 100e anniversaire de la naissance de François Mitterrand, ancien président socialiste de la République française. L'occasion pour nous de faire le point sur l'héritage de Mitterrand et aussi sur l'état du PS 35 ans après son arrivée à l'Élysée. Point que nous ferons avec nos spécialistes de la politique française Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans quelques instants. L'offensive de l'armée irakienne et des Peshmerga pour reprendre Mossoul continue, soutenue par une coalition internationale dont les ministres de la Défense se réuniront à Paris la semaine prochaine. Nous ferons le point sur l'offensive, mais aussi sur l'après-Mossoul avec Wassim Nasr et Mathieu Mabin en deuxième partie de cette émission. Bienvenue donc dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour cette première partie. À ma droite, Frédéric Rivière, rédacteur en chef de RFI. Bonjour. Merci d'être avec nous, Frédéric. En face de vous, Roselyne Febvre, qui est devenue un peu une habituée de l'émission, spécialiste de la politique française sur France 24. Et bonjour. Je vais le devenir de plus en plus cette année. Absolument, puisque vous allez aussi suivre les présidentielles. Nous allons donc commencer cette émission par cette partie que nous consacrons effectivement au 100e anniversaire de la naissance de François Mitterrand. La France s'apprête donc à célébrer le 26 octobre ce centenaire. François Mitterrand, c'est surtout l'homme qui a redoré le blason du Parti socialiste, surtout au sein de la gauche française. L'occasion donc de faire le point sur son héritage, comme je le disais en titre, et sur l'état dans lequel se retrouve le Parti socialiste français aujourd'hui. Alors, en quelques mots, et je m'adresse à vous deux, je commence peut-être avec vous, Roselyne. Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'empreinte de François Mitterrand aujourd'hui ? Alors, c'est un vaste programme, comme dirait le général de Gaulle. François Mitterrand, déjà, c'est une personnalité hors norme. On l'appelait le Sphinx ou Dieu. Voilà, c'était une personnalité qui vous pétrifiait. C'était un homme politique à l'ancienne, pétri forgé par la bourgeoisie, pétri de culture. Et l'homme, on a découvert le romantique aussi. On en parlera dans quelques instants. Et puis le Mitterrand cynique, prince florentin. Et c'est celui surtout qui a amené la gauche au pouvoir en 81. Alors que la droite était au pouvoir depuis 58, depuis De Gaulle. Donc voilà, c'est le héros de 81 qui a donné la fierté aux socialistes et celui qui a peut-être rompu avec, on va dire, le marxisme, le premier, puisqu'il a fait ce fameux tournant de la rigueur en 83, que Lionel Jospin avait dit d'ailleurs, c'était une parenthèse libérale, mais on voit aujourd'hui que cette parenthèse, elle ne s'est jamais refermée. Donc voilà, sur l'économie de marché, etc. Et on va en reparler avec François Hollande. Et c'est celui aussi, je finis, qui a tué les communistes après avoir fait le programme commun. Absolument. Donc, alors justement, Frédéric, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui avait énormément surpris en 81 ? Alors, on l'avait vu un peu avant, quand il s'était présenté plusieurs fois, etc. C'était un peu la main de fer, mais il avait réussi à resserrer un peu les rangs derrière lui. Oui, énormément surpris. Je ne suis pas si sûr, au fond, parce que je pense que la France était prête. De toute façon, de fait, si elle l'a élu, c'est qu'elle était prête à ce moment-là. Il y avait quand même, malgré tout, une crainte plus liée à la présence de communistes à ses côtés quand il a constitué son gouvernement qu'au Parti socialiste en lui-même. Mais il y avait, je pense, chez les jeunes en particulier, une espèce de ras-le-bol d'une société conservatrice, incarnée notamment par Valéry Giscard d'Estaing, qui voulait tourner la page, qui voulait une direction du pays plus moderne, plus jeune et plus sociale aussi. Il y avait à ce moment-là une aspiration sociale. C'est ça qui a plu aux Français qui ont voté pour lui. L'alternance. C'est l'alternance, le besoin de changement. Et puis la gauche à l'époque était unie. Il y avait les communistes qui pesaient très très lourd à l'époque, plus maintenant. Il a fait ce programme commun avec eux, il a gouverné avec eux, et puis après il les a tués. Et puis surtout, c'est le moment où le chômage commence à pointer son nez, parce qu'il y a la crise pétrolière de 73 et 79, et là, il incarne de folles espérances pour la gauche française. Et donc, il est élu tout bêtement, tout bonnement,
par besoin de changement et d'alternance d'une droite au pouvoir qui est là depuis 58. Et sur le personnage aussi, Roselyne disait qu'on l'appelait le Sphinx. Il avait plein de surnoms. Mais on l'a appelé aussi Tonton. Et ce sont les jeunes qui l'ont surnommé Tonton, qui avaient un rapport assez affectueux. Avec, oui, au départ, oui, mais enfin ça a été repris. Et Tonton était scandé lorsqu'il apparaissait. Ouais. Il y avait une forme comme ça de rapport très affectif. Quoi. Alors, Roselyne disait tout à l'heure un côté romantique. Gallimard, à l'initiative d'Anne Pinjot, donc on reviendra pour dire qui c'est, a publié Lettres pour Anne et Journal pour Anne 1964-1970. Ce sont des témoignages de la passion de l'ex-président de la République pour Anne Pinjot, alors qu'il était déjà marié. Est-ce que, quand on a découvert Mazarine, quand on a découvert Anne Pinjot, est-ce qu'on a découvert un côté un peu plus humain, romantique, je ne sais pas, mais humain en tout cas de cet homme? Vous dites le mot découvert, ce qui est très frappant d'ailleurs de ce qu'était la société et la presse il y a seulement quelques décennies. Parce que l'existence d'Anne Pinjot et de Mazarine, tout le monde la connaissait depuis belle lurette, mais personne n'avait vendu la mèche. Il y avait une espèce d'omerta dans la presse. Jusqu'à cette fameuse photo. Voilà, Anne Pinjot, c'était la femme de sa vie. Enfin, la femme de sa vie, c'est celle qu'il a. Il en a eu beaucoup des femmes. Mais celle-ci, il l'a follement aimée. Elle était très jeune. Il l'a rencontrée, elle avait 19 ans. Il l'a fait venir à Paris. Il l'a aidée. Elle était pétrie d'histoire, elle aussi. Donc, ils se sont rencontrés sur l'amour de l'histoire, des lettres, de la littérature. Et il n'a jamais divorcé d'avec Daniel Mitterrand parce que c'était l'époque. On ne divorçait pas. Et sans doute aussi parce qu'il y avait un attachement très fort entre eux et bien réel entre Daniel et François. Oui, enfin, elle avait aussi une double vie. Oui, également. Oui. Daniel Mitterrand. C'est vrai qu'à cette époque-là... Oui, donc on peut dire dans l'ancien siècle, encore dans l'ancien siècle. Ça n'a pas trop changé, par contre, par rapport aux histoires de cœur des présidentes de la République française. On en a vu quelques-unes. On le sait tout de suite. Oui, voilà, on sait tout de suite. Et puis, François Hollande, il ne s'est pas marié, mais il avait une officière, enfin, on en reparlera. Mais ça tient d'une part au fait que l'offre médiatique était moins forte, il n'y avait pas Internet notamment, et puis il y avait en effet cette espèce de règle non dite, mais respectée par... l'ensemble de la profession. Voilà, la frontière vie privée, vie publique, on considérait que la vie privée n'avait rien à faire sur la place publique. Et puis ce qui est frappant, Aziza, c'est qu'on découvre un homme romantique, alors que c'est un cynique dans ses livres, surtout dans ses échanges avec... Absolument. Une calligraphie, vraiment. Quand vous voyez l'écriture de Mitterrand, l'Obs a montré ses lettres, parce qu'il y a les lettres, et puis il y a son journal aussi, où il fait des petits collages, où il mélange l'amour et la politique. Et en fait, c'est vraiment un personnage romanesque. À la fin de sa vie, on se souvient de qui dit à Marie de Hensel qu'il croit aux forces de l'esprit. Donc, un président aussi spirituel. Ouais. Alors, en 2012, on a un nouveau président socialiste qui arrive, un autre François Hollande, cette fois-ci. Est-ce que, très brièvement, est-ce qu'il y a des points communs entre les deux ? Aucun, j'ai l'impression. J'ai du mal à en trouver personnellement. Sur le plan humain, peut-être, il n'y en a pas beaucoup, mais sur le plan de la manière de faire... Il était pas un peu plus dur, François Mitterrand ? Il avait déjà une conscience de la majesté de la fonction beaucoup plus prononcée que François Hollande. Mais il y a des choses quand même. Par exemple, tous les deux ont eu un garde des Sceaux un peu emblématique, Badinter pour Mitterrand, Christiane Taubira pour Hollande, avec dès le début une réforme sociétale importante, la peine de mort pour Mitterrand, le mariage homosexuel. Non, mais Frédéric... Oui, ils se sont tous les deux présentés comme des adversaires des puissances de l'argent, ça a été dans leur discours. L'argent qui corrompt, disait François Mitterrand, l'argent qui achète. François Hollande a dit « Je n'aime pas les riches, mon adversaire c'est la finance ». Alors, là où Frédéric a raison, c'est que François Hollande a beaucoup cherché à singer François Mitterrand dans sa campagne, y compris par les gestes, etc., cette main qu'on met en avant, etc. C'était François Mitterrand. Mais par exemple, sur le tournant de la rigueur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire 83, où en fait l'économie de marché, l'ouverture au marché, etc., François Mitterrand fait son tournant de la rigueur et il ne l'avoue jamais. François Hollande, il fait son tournant, il le dit en conférence de presse au bout de 2 ans de quinquennat, mais il ne l'assume pas, notamment face aux frondeurs, puisqu'il ne les tue pas. Alors, justement, donc là-dessus, restons sur les frondeurs, puisque François Hollande avait fait du PS un grand parti au leadership indiscutable, etc. Et puis il avait un peu unifié un peu la gauche derrière lui. François Hollande a beaucoup de problèmes, dont
le fait que même au sein même de son camp, il divise tout le monde. Alors, et les Français, alors, on a vu un sondage de BFM TV qui dit la probabilité pour que vous votiez pour une personnalité au premier tour de cette élection présidentielle dans les gens de gauche. Emmanuel Macron arrive en premier, Jean-Luc Mélenchon en deuxième et Valls arrive en troisième. Est-ce que c'est la fin du PS au pouvoir ? Je le crains. En tout cas, c'est la fin pour François Hollande. Ça, c'est sûr. Mais du PS, le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que... alors, ça donne raison. La politique que fait aujourd'hui François Hollande, eh bien, c'est un peu patatras. Même si je suis sûre que dans quelques années, on lui sera gré d'avoir, dans le fond, un peu changé ce socialisme de la troisième voie, c'est-à-dire ce socialisme à la Blair. Mais aujourd'hui, il y a un mouvement inverse qui est en train de revenir, c'est-à-dire ce socialisme archaïque, avec Corbyn en Grande-Bretagne, avec en Espagne également. En France, le Parti socialiste tel qu'il est, c'est... Oui, mais aujourd'hui, on revient aux vieilles recettes, c'est-à-dire des recettes de la relance. Alors, on n'a plus que 30 secondes. Frédéric, un mot là-dessus ? Sur ce dont nous parlions à l'instant, est-ce que le Parti socialiste est mort ? Je ne sais pas si le Parti socialiste est mort. Il va sans doute connaître l'alternance. Parce que chaque personne qui arrive à sortir des rangs... Il y a fort à parier que le président, le prochain président de la République, ou présidente, sait-on jamais, ne sera pas issu du Parti socialiste. Cela dit, on a déjà vu des candidats enterrés un peu rapidement refaire surface. Et François Hollande a montré cette capacité, partant de très loin, à arriver finalement à son but. Cela étant, moi je ne parierais pas aujourd'hui sur une victoire de François Hollande en 2017. C'est ce qu'on appelle l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire que mais il n'y a pas l'hégémonie culturelle, elle est à droite. Il n'y a pas de candidat de rechange aujourd'hui, c'est ça aussi. À gauche, il est un peu, oui, mais il est comptable du bilan aussi, et il est un peu aujourd'hui, y compris dans son entourage, le candidat par défaut, François Hollande. Merci beaucoup, Frédéric Rivière. Merci, Roselyne, d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi cette première partie de Demain à la Une. Je vous retrouve juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie. À tout de suite.